Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Questions de parents, donc sur les ondes de Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que j'ai déjà abordé au travers de plusieurs émissions qui est apparu un petit peu d'ici et là. Ça va être les enfants et les écrans. Toute cette nouvelle technologie qui nous entoure, mais autour aussi nos enfants. Donc peut-être des évidences, mais aussi des conseils et des prises de recul qui me semblent importantes. Alors, comme d'habitude, on va essayer déjà de comprendre un peu la problématique, les impacts que ça peut avoir, avant de réfléchir aux solutions ou comment s'adapter à ce nouveau monde et placer nos enfants dans les meilleures conditions. Du coup, les écrans, c'est vrai que l'idée ne va pas être du tout de tout couper. C'est devenu complètement impossible de nos jours, étant donné que quasiment tout, désormais, passe au niveau virtuel sur les écrans. Dans notre vie à nous, dans nos enfants, même à l'école, les manuels scolaires, même si dans certains pays, certains font un recul de ce niveau-là. On a des avantages et des inconvénients. Et c'est trouver ce juste équilibre que je vais vous inviter à faire aujourd'hui sur cette émission de Questions de parents. Alors en fait, les écrans, pour commencer par un peu une réalité, les écrans sont vraiment de partout actuellement et les chiffres peuvent faire même un petit peu peur. Les études récentes montrent qu'un enfant passe en moyenne 3 heures par jour devant un écran. Ça peut sembler énorme, mais quand on regarde entre la télévision, certains jeux, ça va très vite. Et 3 heures, pour certains, je pense que c'est une moyenne basse. On considère aussi que dès 1 an, 68% des bébés sont exposés aux écrans quotidiennement. Alors là aussi, c'est un chiffre qui peut faire peut-être un petit peu réagir, mais c'est vrai qu'on parle pas forcément des enfants qui sont avec une tablette dans les mains, surtout à 1 an, mais avec une télé allumée, des choses comme ça qui peuvent quand même attirer leur attention, même si elles ne sont pas dirigées ou au moins allumées pour eux. Et de façon indirecte, ils sont considérés face à des écrans. À 8 ans, on considère qu'il y a désormais plus de 90% des enfants, donc 9 enfants sur 10, qui ont accès et qui possèdent une tablette et un smartphone. Donc ça aussi, comme vous me retrouvez dans les émissions précédentes, toujours sur les réseaux sociaux, on en a déjà parlé un peu de cette présence des écrans, des smartphones, des téléphones de plus en plus tôt. Donc là, ça serait 9 enfants sur 10. Voilà. Et j'ai envie de dire, même le 10e qui n'a pas de son téléphone y accédera. On en a parlé, si vous vous souvenez, dans l'émission sur la violence. Y accédera du fait que ses copains à l'école peuvent avoir ses téléphones. Même si de plus en plus souvent on a des règles maintenant dans les établissements primaires, collèges, de couper les téléphones et surtout de ne pas les sortir en classe. Mais bon. Donc ça c'est des chiffres et on recommande quand même, on le verra à la fin un peu quand même qu'avant 2 ans, il y a vraiment des impacts qui peuvent être irréversibles de la présence, d'une trop grande présence sur les écrans. Et même après, le téléphone a vraiment un impact sur le développement de l'enfant. Aussi bien en positif et négatif. Je souhaite vraiment que cette émission soit toujours, cette émission Questions de parents, ne soit pas là pour vraiment être donneur de leçons ou interdire certaines choses. Bien évidemment qu'on doit grandir et élever nos enfants dans le monde actuel, autant chahuté qu'il soit et autant avec toute la beauté et tous les éléments un peu plus pervers que peuvent être les écrans. C'est vraiment cette idée d'être informé pour mieux protéger. Les impacts chez les enfants, comme je vous disais, ils sont de multiples sources. Les écrans, peuvent avoir un impact au niveau cognitif, nous allons le voir, physique, c'est pas si évident, on pense pas forcément au physique, vous allez voir, émotionnel, relationnel, mais aussi toute cette partie, si vous êtes, vous écoutez régulièrement mes émissions, j'en parle, de cette partie un peu existentielle.
quelle est la vision qu'on a du monde. Et vous allez voir que si on la laisse aux écrans, ce pouvoir-là d'apprendre à nos enfants une certaine vision du monde, on va voir les risques qui sont encourus. Et là aussi, c'est pour ça que voilà, j'aimais vraiment cette émission pour pointer aussi cette sélection aussi qu'on peut faire, parce que sinon on laisse le pouvoir aux écrans de vraiment présenter un monde à nos enfants. Quand je vous disais l'impact cognitif, on va voir rapidement les effets. L'impact, c'est vrai que toujours un peu de notre émission, c'est aussi bien pour nos enfants, mais pour nous-mêmes aussi. C'est vrai qu'on le voit bien, le temps qu'on passe sur les écrans, comme nos enfants, c'est du temps qu'on n'a pas en relation avec le monde extérieur, les autres, et j'ai même envie de dire avec nous-mêmes. Parce que si vous vous souvenez de cette émission où je détaillais un peu cette concentration, retrouver l'instant présent, si on est dans cette distraction des écrans, on n'est donc pas plongé à l'écoute de nous-mêmes et des autres. Donc c'est vrai qu'on a quand même une restriction, un rétrécissement du monde, de nous et des informations qui nous sont accessibles quand on a cette focalisation. Et on va voir aussi très rapidement cette addiction. Les écrans ont aussi, les applications, différentes choses, de créer vraiment une addiction qu'on peut avoir du mal à retrouver dans le quotidien. Donc c'est sûr qu'un des premiers impacts cognitifs, et plus on le commence jeune, les écrans, plus ça va être tous ces codes relationnels avec le monde, les autres, comme je vous disais, avec soi-même, qu'on va perdre et qui vont vraiment se réduire. On l'observe chez les enfants qui passent de plus en plus de temps sur les écrans vont avoir un langage, un nombre de mots utilisés, une capacité dans les dessins aussi, on peut repérer aussi très facilement les enfants qui auront tendance à passer beaucoup de temps sur les écrans, puisque là aussi on va avoir une perte de dextérité, mais aussi d'observation du monde. Donc bien évidemment, un impact cognitif sur la concentration, l'attention aux enfants, parce que ce qui se joue sur les écrans n'est absolument pas la même temporalité. On pourra peut-être en reparler, et aussi les mêmes codes, les mêmes fonctionnements que ce qui nous entoure. Et du coup, l'enfant va s'adapter, et nous-mêmes, à cette interaction virtuelle, et du coup pouvoir trouver peut-être moins de saveur, on le reverra au niveau émotionnel, à la vie de tous les jours. On observe aussi l'impact cognitif, l'imaginaire, et la créativité, parce que du coup les écrans stimulent vraiment passivement le cerveau. Les enfants peuvent être acteurs quand même sur certains jeux, mais l'univers est déjà un peu déjà balisé, sauf certains jeux un peu comme Minecraft où là il y a de la construction, on peut c'est l'enjeu de construire, mais sinon les jeux peuvent être très limités au niveau créativité imaginaire. L'enfant suit tout un scénario, et là aussi donc on y perd toute cette puissance que j'adore vraiment chez l'enfant, et qu'on perd trop souvent à l'âge adulte, cette créativité, l'imaginaire, qui est une formidable ressource. Au-delà donc de la partie cognitive, comme je vous disais, on est aussi sur le fonctionnement du cerveau. Moi, ce que j'aime bien expliquer souvent aux adolescents qui sont un peu addicts aux jeux vidéo, aux écrans, leur expliquer que oui, ça stimule le cerveau. Donc le cerveau est un muscle, il se transforme. La maturité du cerveau est à 25 ans, la pleine maturité, donc c'est très tardif. Et avant, il y a toute cette construction. Et c'est sûr que ce que je leur dis, c'est que si on fait une seule même activité, les écrans, on stimule toujours la même partie du cerveau. Ça reviendrait un petit peu à aller faire de la musculation, et en ne travaillant que le biceps droit et absolument pas le reste du corps. Alors souvent ça les fait rire, parce qu'on imagine une personne avec un biceps extrêmement développé, travaillé, musclé, puis le reste du corps tout maigrichon parce que pas travaillé en musculation. Ça serait un peu ridicule, et personne ne fait ça. Et c'est exactement la même chose avec le fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est toujours ces jeux de métaphores qui permettent quand même de comprendre aussi que les écrans, les jeux vont stimuler toujours les mêmes parties du cerveau, et donc du coup tout le reste inexploité. Et à un âge clé comme l'enfance, l'adolescence, où là
les connexions neuronales, tout se crée. Il y a cette plasticité, mais c'est quand même là que le plus gros des phénomènes neuronaux se construisent. Et on a vraiment une déperdition. C'est des choses qu'on a peut-être déjà entendues. Je sais que là, j'imagine ne pas bien vous apprendre de nouvelles choses. Sans doute ça, c'était des choses qui sont véhiculées. Mais il me semble important de les rappeler et aussi pouvoir peut-être les expliquer aux enfants. Moi, j'aime bien, et je trouve ça aussi, dans tout ce qui est la communication enfants-parents, d'essayer d'échanger avec eux et de leur donner les éléments pour comprendre, pour pas qu'ils subissent juste cette limite, non, pas d'écran, parce que oui, c'est leurs univers, ils ont grandi là-dedans, mais aussi de leur prendre responsabilité et un peu acteur de leur vie, ce jeu de responsabilisation. Un autre impact évident, comme je vous disais, c'était aussi sur la santé, mais évident ou peut-être un peu moins physique. Les écrans font aussi qu'on a une très grande sédentarité, c'est-à-dire qu'on bouge beaucoup moins. Les enfants notamment sont beaucoup plus statiques, donc il y a vraiment une perte énorme dans la coordination, dans tout cet apprentissage de la géolocalisation aussi, comment se représente le temps, l'espace, qui est complètement perdu dans ce domaine virtuel. Et on le repère déjà avec les enfants qui vivent à la campagne et qui ont une stimulation de tous leurs sens quand ils sont dans la nature, les bruits, les odeurs, le kinesthésique, le visuel, et les enfants qui vivent en ville et qui sont de fait déjà beaucoup moins stimulés au niveau des sens. Et encore moins, alors là, c'est quand on passe devant les écrans, encore moins que les enfants qui peuvent vivre hors du contact de la nature. On voit cette déperdition et qui est vraiment observable. Je vous en parlais dans les dessins, mais aussi énormément dans la coordination physique. Bien évidemment, la sédentarité peut apporter aussi des problèmes un peu d'obésité, d'énergie, mais un des problèmes aussi, c'est toute cette acquisition de la coordination. Et bien évidemment, on le retrouvera, on va en parler au niveau émotionnel, c'est vrai que les écrans peuvent créer de réelles difficultés dans le sommeil, dans l'endormissement, dans la qualité du sommeil, puisque l'enfant ou même nous peuvent rester dans une certaine stimulation au niveau du cerveau qui peuvent prendre beaucoup de temps pour se calmer, s'apaiser et du coup rendre la qualité du sommeil moindre et avec tous les manques de concentration, d'irritabilité, qui peuvent être générés, de croissance aussi, puisque on parle du physique, du fait de ce manque de sommeil. Mais un des points, et ça c'est là où je vous disais que c'était déjà un peu abordé dans les différentes émissions de questions de parents, ça va être vraiment aussi de réfléchir au bien-être émotionnel et social que créent les écrans. Comme je vous disais, il y a déjà une restriction un peu du monde et des interactions qu'on peut avoir avec eux, une sorte d'isolement, qui va bien au-delà du temps passé devant les écrans. Puisque cet isolement, bien sûr que quand on est dans un écran, même si on a des contacts virtuels en équipe, différentes choses, on va en reparler, c'est pas forcément tous les codes, mais aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrête de jouer, ça peut être aussi des enfants qui peuvent avoir du mal à aller vers les autres, parce que là aussi, ils ont perdu de l'entraînement, ils ne savent plus faire, et ce n'est plus les mêmes codes. Ça, c'est un des points et je pense que je reviendrai peut-être plus spécifiquement sur une émission future sur les adolescents, les écrans et vraiment cette communication. J'en ai déjà un petit peu parlé dans tout ce qui était sur la violence. C'est extrêmement... les relations par texto, par messagerie sont pas du tout les mêmes que les relations réelles. Et là aussi, ce décalage peut être vraiment complexe pour un enfant, du coup, à combler parce qu'il ne sait pas faire. C'est même pas plus faire, puisqu'il n'a jamais appris. Il ne sait pas faire. Retrouver ce contact relationnel, ce décodage des émotions. On observe que les enfants qui passent du temps sur beaucoup les écrans sont globalement quand même montrent moins des signes d'empathie et beaucoup plus des signes d'anxiété et de stress. L'enjeu des écrans, des jeux, mais même des stories, des réseaux, et c'est là aussi, l'usage peut être de plus en plus tôt, va aussi créer une sorte d'addiction. Nous ne sommes plus du tout dans la même temporalité. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le temps des enfants
est déjà pas du tout le temps des adultes, mais cette temporalité va être vraiment aussi impactée par les écrans. De plus en plus, le temps s'accélère. Rien qu'à penser les stories qui sont de plus en plus courtes, ou les réels, vous savez, ces toutes petites vidéos qui durent quelques secondes et qui ont pour but de faire monter une émotion dans un temps très très court. Soit de nous faire rire, soit de nous faire peur, soit d'interpeller, mais vraiment en quelques secondes. Donc c'est quelque chose qui va habituer le cerveau, l'organisme, à avoir des décharges émotionnelles un petit peu de plus en plus, des stimulations, des décharges émotionnelles de plus en plus courtes, rapides et intenses, qu'on ne va assurément pas trouver dans la vie quotidienne de tous les jours, autour de nous. On va pas retrouver cette stimulation intense et instantanée. Et du coup, beaucoup d'enfants ou même d'adolescents le disent pas d'avoir grand intérêt pour la vie réelle, parce que c'est plus plat, quoi. En fait, les échanges, tout, c'est comme si les écrans démultipliaient un peu cette intensité, cette magie, cette possibilité, ce plein pouvoir, et que du coup, la vie réelle, émotionnelle et relationnelle, sociale, c'est beaucoup plus fadasse. Là aussi, on voit tout de suite que c'est à accompagner. Comment on peut en échanger avec ses enfants pour qu'ils en prennent conscience, enfants et adolescents, et nous-mêmes pour qu'on revienne à quelque chose où on peut être beaucoup plus dans l'échange et dans la construction. Puisque un autre risque, et ça j'en ai déjà assez parlé pour ne peut-être pas revenir sur cette émission, sur tout ce qui est la violence sur les écrans, sur l'accessibilité de ces informations, qui fait que, bien évidemment, l'accès aux écrans, même contrôlé, quand je parlais de la vision du monde, toute cette violence empreinte dans les jeux vidéo, dans les films, qui existent sur les réseaux aussi, du coup est accessible et va du coup un petit peu teinter le monde comme chez l'enfant, comment il regarde le monde. Et ça, c'était donc le sujet d'une émission précédente sur les violences, mais on le retrouve vraiment là. Donc l'enjeu d'aujourd'hui était vraiment pas de faire un état des lieux peut-être un peu critique, mais surtout de rappeler qu'on a des solutions. Question de parents, j'essaie vraiment toujours d'apporter des solutions pour apaiser, pour améliorer. L'idée est donc pas de suspendre tous les écrans, sauf pour les très jeunes, on pourra avoir peut-être la grille des âges, mais vraiment au moins de contrôler, d'échanger toujours avec l'enfant, d'expliquer ce qui est présent sur la toile, sur les écrans, sur les réseaux, pour qu'il puisse de lui-même comprendre cette distanciation et faire son tri dans les informations. Et ça, dès le plus jeune âge, on peut montrer si ça fait yaourt dans le ventre. Et donc j'en appelle vraiment à utiliser les écrans, tout ce qui s'y trouve, de façon ludique. Il y a de très belles choses, les écrans bien utilisés, limités dans le temps, accompagnés. C'est une découverte sur le monde, des ouvertures sur des réalités qui ne seront pas accessibles ou qui n'étaient pas accessibles quand nous étions enfants. Mais tout ceci doit être accompagné. Les écrans, c'est vraiment être à côté de son enfant, en parler, leur expliquer, se poser des questions mutuellement, puisque, par exemple, l'intelligence artificielle, avouons-le aussi, nous le découvrons nous-mêmes. Donc, le faire ensemble, en mode intelligence, en découverte, sur des temps limités, ça peut être de très chouettes partages et temps avec notre enfant, qui permet de comprendre le fonctionnement sans le subir. Et c'est ça aussi que j'appelle toujours d'être acteur de sa vie, en disant on reprend un peu la main sur ces écrans. Je crois que j'en avais parlé, il y a plein de choses pour limiter les temps d'écran, même pour nous. Sur mon téléphone, j'ai des limites de temps sur les applications, des temps où je n'y ai pas accès, ou alors ça demande d'aller débloquer. Tout de suite on prend conscience du temps passé, qui se rebloque toutes les 5 minutes. Donc là aussi on voit le temps défiler, parce que ça, c'est le risque de voir plus le temps passer. Donc les écrans, oui, l'IA, oui, mais de façon limitée et contrôlée, puisque ça a vraiment un enjeu pour notre enfant et même pour la planète. Juste avant l'émission radio, j'entendais une information qui était que l'IA aussi
les recherches d'intelligence artificielle sur tous ces moteurs consomment en fait 25 plus, le coût énergétique pour la planète en empreinte carbone, 25 plus de fois plus élevé, qu'une recherche Google. Voilà, c'est aussi un des points que j'ai pas forcément abordé, mais aussi l'impact écologique qui peut sembler moins évident, et là c'est beaucoup moins mon domaine, mais qui peut être aussi présenté à nos enfants. Alors une émission un peu peut-être en double teinte, puisque on y trouve des points quand même assez inquiétants où je souhaitais avoir cette vigilance, et d'autres où je trouve que les écrans, toujours ce beau moment de partage. Voilà, des petits conseils que vous retrouverez forcément, c'était vraiment retrouver je vous parlais de les limites d'âge. Donc rapidement, avant de conclure, on parle d'entre 0 et 3 ans, éviter les écrans, même de façon indirecte. 3 à 6 ans, on parlait de maximum 1 heure par jour, et accompagner un contenu éducatif et accompagné par un parent. 6-12 ans, c'est 2 heures max par jour, jamais avant de dormir, et bien sûr amener l'enfant à faire beaucoup d'autres activités. Et l'adolescence, c'est trouver cet équilibre entre les écrans et les autres activités, et vraiment avec un dialogue sur l'usage des réseaux sociaux et de la surveillance. Et ça, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine émission. Alors, je vais vous laisser pour continuer cette mercredi de la parentalité avec Pauline, qui va nous rejoindre sur les ondes à 13h pour son émission Parents autrement. Aujourd'hui, elle va nous parler de la procréation médicalement assistée et de tous les impacts que ça peut avoir sur la famille, sur les parents, la femme. Et nous nous retrouverons donc le 16 avril pour une petite émission spéciale. Vous allez voir, avec Pauline, on a décidé un peu d'aller à la rencontre de nos 2 émissions. Et donc, on vous laissera cette surprise à découvrir le 16 avril. En attendant, restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac et passez une très belle journée.